Bonjour et bienvenue sur Station Draw Your Cards. Je suis Amin Mahli et aujourd'hui, nous allons vous présenter les plus grands peintres de Giotto à Vermeer, de Watteau à Cézanne et de Matisse à Warhol. Tout en gardant son troupeau, Giotto, avec un morceau de charbon, dessinait un mouton sur de l'ardoise. Le peintre Cimabue le vit et décida de faire de cet enfant de 10 ans son élève. C'est au moins ce que dit la légende. L'homme peignait bien avant Giotto, il y a plus de 30 000 ans sur les parois d'une grotte. Mais de Giotto, on peut dire qu'il est l'un des premiers peintres modernes de l'Occident. Se détachant des conventions de son époque, il découvre l'art de recréer la vie. Un art avant tout religieux. De la fin du Moyen Âge à l'aube du siècle des Lumières, la peinture reste soumise à la pensée chrétienne. Celle-ci se transformant souvent, de grandes différences apparaissent dans les manières de traiter les sujets religieux, mais aussi les humains, la nature, l'univers. Mais toutes ces images ont en commun de vouloir représenter le divin. Tradition héritée de l'Antiquité, même quand elles ne sont pas religieuses, elles sont regardées comme l'expression de quelque chose de supérieur, de spirituel et non de matériel. C'est en partie ce qui fonde la tradition de la peinture en Occident jusqu'à nos jours. L'architecture, la perspective, l'expression de la douleur ou de la sérénité ouvrent le chemin à l'expression de l'humain qui est au centre de la culture de la Renaissance. On n'ignore pas Dieu, au contraire, mais l'homme est représenté comme sa plus belle réussite. En Italie, les maîtres comme Masaccio ou Andrea Mantegna perfectionnent la perspective. Sandro Botticelli retrouve la beauté idéale des modèles antiques. Léonard de Vinci se sert de la peinture pour analyser et connaître la nature. Giorgione inaugure à Venise une tradition faite de peinture et de lumière de couleur, dont Paolo Veronese sera un virtuose. En Europe du Nord, la Renaissance est surtout marquée par l'art flamand, qui adapte les nouvelles techniques à la tradition du Nord. Ce grand mouvement de la pensée et de l'art fait des émules dans toute l'Europe. En France, c'est surtout l'architecture qui s'enrichit de l'apport italien. Au XVIIe siècle, la peinture se diversifie. Certains peignent pour la cour comme Velázquez ou Rubens, d'autres pour la bourgeoisie, montante comme Rembrandt ou Vermeer. On affirme le triomphe du catholicisme contre la réforme protestante avec le foisonnement baroque, ou bien on cherche à perpétuer la culture classique de la Renaissance. Les grands peintres, de Giotto à Vermeer. Jan van Eyck perfectionne la toute nouvelle technique de la peinture à l'huile, remplaçant les peintures à l'œuf et à l'eau, sur panneaux de bois. Il peut ainsi réaliser d'extraordinaires transparences et nuances colorées. Son sens de l'illusion, de la lumière et de la perspective donne une grande humanité à ses compositions où coexistent personnages sacrés et profanes, immobiles et sereins. Jérôme Bosch peint de terribles visions où se révèlent par un luxe de détails parfois très cru les pires défauts et tentations de l'humanité.
Cette conception particulière du christianisme s'exprime par une invention extraordinaire, nourrie par des traditions populaires, souvent païennes, du nord de l'Europe. Albrecht Dürer, peintre, graveur, théoricien de la perspective anatomiste, est un des premiers artistes à mettre en avant sa propre personne et sa vision du monde. Il n'est plus seulement un remarquable exécutant, mais un véritable penseur et créateur. Cette conscience de soi marque le début d'une nouvelle ère de la peinture. Piero della Francesca, puissance sereine, équilibre parfait. Son œuvre est un des sommets de la peinture du XVe siècle où les sciences et les arts se rencontrent au sein de la tradition catholique. Considérant les principes de géométrie et de mathématiques comme une garantie d'excellence, il inspire le traité de la divine proportion à son ami Luca Pacioli. Francesco Angelico, un des pionniers de la perspective, mise au service d'œuvres très gracieuses. Couleurs douces, visage serein, espace sobre et aéré, lumière dorée. Il est l'auteur des fresques du couvent San Marco de Florence, dans lequel il peint toutes les cellules des moines. Le Titien, c'est le grand maître de Venise. Ses premières peintures, marquées par la facture ordonnée du XVe siècle, sont remarquables par l'audace des couleurs et la puissance des figures. Puis, il montre un intérêt croissant pour le corps humain, les couleurs sourdes et chaudes et la matière épaisse de la peinture, traduisant si bien la lumière. Le Tintoret, c'est le rival du Titien. Forcené de travail, il réalise des centaines d'œuvres. On retient la puissance et la théâtralité de ses compositions grâce aux postures des corps, au grouillement ordonné des foules, aux perspectives vertigineuses et aux lumières contrastées. Peter Bruegel, proche des thèmes de Bosch, Bruegel l'Ancien peint des univers fantastiques, mais aussi des scènes villageoises. Ses deux fils, Peter dit Bruegel l'enfant et surtout Jan dit Bruegel de Velours, seront également des peintres importants. Raphaël, jeune prodige de la peinture, décore les appartements du pape Jules II. Il réalise un ensemble de fresques harmonieuses, sommées de l'esprit de la Renaissance. Inspiré des modèles antiques et de l'observation de son entourage, ces figures vivantes et sobres expriment la confiance de toute une époque dans les arts, la philosophie et la religion. Michel-Ange, solitaire et tourmenté, est l'auteur d'œuvres exceptionnelles tant par leur finesse que par leur ampleur. Ses fresques de la chapelle Sixtine, le plafond et le Jugement dernier, composés entre 1536 et 1540, sont l'expression d'une puissance créatrice rarement égalée. Les attitudes et les expressions des corps tendus révèlent une conception de l'humanité plus inquiète que celle du XVe siècle. L'influence de Michel-Ange fut considérable dans l'art occidental. Le Caravage. Il introduit le clair-obscur, des personnages violemment éclairés sur des fonds parfaitement sombres, exprimant une conception tragique de la foi. Ces personnages sont des gens du peuple, saisis dans une attitude énergétique, comme s'ils se battaient contre des forces obscures. Diego Velázquez, peintre du roi d'Espagne Philippe IV, il met en scène des hommes du peuple dans des attitudes vraies et des lumières contrastées.
Des dieux et des princes dans des lumières dorées, comme si deux réalités ne pouvaient se rencontrer, aucune n'étant cependant supérieure à l'autre. Peter Paul Rubens, maître flamand du baroque, reprend les compositions savantes du Tintoret et leurs lumières intenses. Mais il y ajoute son art du mouvement, de l'envol et des espaces ouverts, où des corps charnus semblent s'épanouir. Georges de la Tour. C'est le plus grand peintre français influencé par le clair-obscur du Caravage. La présence fragile de bougies prêtes à s'éteindre, créant de grandes ombres découpant les silhouettes, crée une atmosphère recueillie. Nicolas Poussin, admirateur de la Renaissance, essaie de retrouver les thèmes antiques et la grandeur des compositions de cette époque, jouant sur les attitudes des figures et leur disposition dans l'espace. Jan Vermeer, peintre hollandais de la vie quotidienne, joue sur les formes géométriques, les espaces, les ouvertures et la lumière baignant l'intérieur des maisons et éclairant doucement les visages dans une atmosphère mystérieuse. Les grands peintres, de Watteau à Cézanne. Au XVIIIe siècle, la peinture évolue, tout comme la société européenne. Religions diverses, découvertes scientifiques et recherches philosophiques multiplient les manières de comprendre le monde. Après avoir longtemps célébré surtout l'Église et les princes, la peinture participe pleinement à l'histoire des idées et des conflits sociaux de son époque. L'âge de la raison. Au XVIIIe siècle en Occident, les progrès de la science redonnent foi dans les capacités de l'homme. Mais les gouvernements existants ne sont plus adaptés au monde qui change et constituent un frein à ces transformations. Les artistes de cette époque regardent la nature et l'humain d'un œil presque scientifique, montrent l'aveuglement des puissants devant le mécontentement qui gagne la société ou prennent en exemple la rigueur de l'art antique. Le romantisme. C'est un courant autant littéraire que musical et pictural qui marque nettement le début du XIXe siècle. La perte d'influence des religions et les désillusions qui suivent l'épopée napoléonienne provoquent chez de nombreux artistes des états d'âme contradictoires, mélancoliques ou passionnés. Tous les sujets sont alors utilisés pour explorer les sentiments humains. Le réalisme. Lassés des règles trop contraignantes de l'Académie des Beaux-Arts, de jeunes peintres comme Jean-François Millet redécouvrent leur rapport à la nature et aux personnages. Souvent, leurs préoccupations rejoignent celles d'écrivains soucieux de témoigner des nouvelles réalités de la société industrielle, comme Émile Zola. Petit point sur l'Académie des Beaux-Arts. Elle naît en 1816 de la réunion de l'Académie de peinture et de sculpture fondée par Mazarin en 1648 et de l'Académie d'architecture créée par Colbert en 1671. Utiles pour promouvoir les arts et protéger les artistes, ces institutions ont fini par forger des règles trop strictes qui freinaient l'imagination et la création. Les impressionnistes. À la suite du paysagiste Jean-Baptiste Corot et des réalistes observateurs de la nature, ces peintres français vont aller encore plus loin dans le rejet des règles de l'Académie. Au moment où naît la photographie, ils veulent fixer en peinture les instants et les lumières changeantes. Par la couleur pure et les touches épaisses, ils inventent une nouvelle manière de peindre. Les grands peintres, de Watteau à Cézanne. Jean-Baptiste Chardin. Il est le premier grand peintre français de nature morte et de scènes intimistes.
Ces sujets, très simples, semblent tous cacher un secret qui les rend très vivants. Il magnifie les matières, fruits, pain, cuivre, bois, et les figure par une peinture épaisse et douce. Il influencera les peintres impressionnistes. Antoine Watteau. Watteau peint des scènes de la vie de l'aristocratie. Il exprime superbement l'ambiance artificielle de cet univers coupé du monde, fait de pose, de brillance, de superficialité. Mais c'est sans doute dans ce portrait de Pierrot, blanc et maladroit, que s'expriment le mieux les sentiments de ce peintre mélancolique égaré dans un univers de tromperie. Jacques-Louis David. David est le grand peintre de la Révolution française. Il croit au rôle moral de la peinture qui doit élever la conscience du public. Ses idéaux s'expriment dans des œuvres très construites. Celles-ci mettent en scène des héros de l'Antiquité ou transforment en héros des acteurs de la Révolution. Ce peintre instaure le néoclassicisme, c'est-à-dire un art rigoureux se référant au passé grec et romain. Caspar David Friedrich. C'est l'artiste le plus représentatif du romantisme allemand. Sa manière de peindre est très retenue, sans effet, de matière, au service d'images souvent mélancoliques, mettant en scène des personnages contemplant de grandioses phénomènes naturels, comme le voyageur devant la mer de nuages. Ses œuvres sont des interrogations sur le sens de la vie et de la mort. Jean-Auguste Dominique Ingres. Peintre de la bourgeoisie française, désormais au pouvoir, Ingres est encore lié au goût classique, bien qu'au contraire de David, il préfère des sujets moins héroïques et plus exotiques. Fameux pour ses portraits d'une grande finesse, il est surtout le peintre subtil des corps alanguis et des draperies soyeuses. Francisco Goya. Dans sa jeunesse, Goya, peintre à la cour d'Espagne, en montre finalement la décadence. Mais l'irruption des troupes napoléoniennes et leur présence dominatrice et répressive le bouleversent. Guerre, déception, puis surdité et maladie vont transformer ce peintre radieux en un artiste halluciné, auteur des terrifiantes peintures noires et de gravures de cauchemars. Touches larges, lumières intenses, c'est une peinture très moderne qui naît avec Goya. Joseph Mallord William Turner. Avec son compatriote Constable, l'anglais Turner est un précurseur de l'impressionnisme. Il explore toutes les possibilités de la peinture, de la plus liquide, aquarelle, aux matières épaisses en passant par les éclaboussures, les raclements, les traces. Cette recherche des lumières étranges ou excessives, incendies, volcans, brouillards, reflets dorés vénitiens, exprime une large gamme de sentiments et d'émotions devant la nature. Théodore Géricault. Il évoque les désillusions de sa génération devant les échecs des grandes aspirations de la Révolution et de l'Empire. Ce sentiment de désespoir se lit dans ses compositions où de puissantes figures semblent se débattre contre leur destin. La fougue des chevaux, mais aussi la folie humaine et ses énigmes seront également des sujets pour ce jeune peintre, emblème du romantisme français. Gustave Courbet. Théoricien du réalisme, Courbet ne veut pas se soumettre au bon goût. Il veut parler de la vie quotidienne en toute indépendance. Sensible à la beauté brute des gens et des choses simples, il sera souvent raillé par ses choix, bien que sa grande maîtrise de l'art pictural ait toujours été reconnue. Eugène Delacroix. C'est l'autre grand peintre romantique français avec Théodore Géricault. Ses thèmes sont l'amour, la mort, la liberté, l'inconnu, abordés avec passion et lyrisme.
Peinture gestuelle et colorée, elle détonne dans les salons acquis au néoclassicisme. Delacroix trouve dans l'Afrique du Nord une nouvelle source d'inspiration, émerveillé par cette civilisation et la beauté des Lumières. Paul Cézanne. Ce peintre veut étonner le monde avec une pomme. En effet, il remet en cause la façon habituelle de représenter les formes, les volumes et les couleurs. Plus attentif aux relations des choses entre elles qu'aux autres choses elles-mêmes, il fait éclater les contours des objets et des figures. L'art du XXe siècle lui doit beaucoup. Claude Monet. Claude Monet explore toutes les possibilités de l'utilisation de la couleur pure et des touches fractionnées, c'est-à-dire placées les unes aux côtés des autres et non mélangées. Il peint des surfaces vibrantes, eau, nuages, feuillages, et vers la fin de sa vie, la forme disparaît presque complètement, dont la couleur ouvrant la voie à l'art abstrait du XXe siècle. Son œuvre de la plus connue, le bassin aux nymphéas, Harmonie rose, a été peinte à Giverny. Édouard Manet. Considéré à ses débuts comme réaliste, il évolue vers l'impressionnisme. Dans ses premières œuvres, il privilégie les grandes surfaces et le contraste des tons sombres et clairs, n'accordant que peu d'importance à la perspective et au modelé. Puis, redécouvrant la couleur, il l'utilise librement sans se préoccuper du relief et des ombres. Edgar Degas. Connu comme impressionniste, Degas ne peint pas de paysages. Il crée, comme dans la photographie, des cadrages étonnants qui donnent l'impression au spectateur d'être à l'intérieur de la scène qu'il montre. Il sait saisir le naturel des mouvements, femmes au bain, danseuses ou chevaux. Les grands peintres, de Matisse à Warhol. Après Cézanne, qui transforme ce qu'il voit en forme géométrique, les peintres du XXe siècle se sentent libres d'essayer toutes les manières de peindre. Cette explosion de créativité, qu'il s'agisse des sujets, idées abstraites, rêves, actualités, ou des moyens, mélange des matières, collage, donne l'impression que tout a été expérimenté au cours de ce siècle. Les fondateurs. Le début du XXe siècle est secoué par des bouleversements historiques, guerre mondiale, révolution, et techniques, électricité, transport. Dans ce contexte, certains artistes changent leur façon de peindre, mais aussi leur manière de voir le réel. Picasso, Braque et les cubistes qui découvrent l'art traditionnel africain s'en inspirent pour créer des figures avec de nouveaux matériaux. Dans le même temps, Matisse et les fauves en France, les expressionnistes en Allemagne, les futuristes en Italie et en Russie explorent toutes les possibilités d'expression de la couleur. Dessins épurés, prise de distance par rapport à l'apparence des choses, ces artistes interprètent leur monde. Petit point sur le futurisme. C'est ainsi qu'on appelle le groupe d'artistes, surtout italiens, Boccioni, Cara, Balla, qui, au début du siècle, célébrèrent le machinisme, l'urbanisation et la vitesse. Ils se servent souvent du style cubiste et des couleurs pures pour exprimer des idées d'énergie et de dynamisme. Naissance de l'abstraction. La distance prise avec l'apparence des choses évolue naturellement vers l'abstraction. Certains artistes, pour exprimer leur nécessité intérieure, ne veulent plus du tout figurer, c'est-à-dire représenter des choses réelles. Pour eux, les qualités seules de la peinture suffisent. L'épaisseur, le geste, les contrastes, les couleurs, ils composent comme des musiciens, selon des principes d'harmonie, de rythme, de contraste et de mesure. En France, Robert et Sonia Delaunay sont les pionniers de cette tendance. La liberté.
Révoltés par les horreurs de la Première Guerre mondiale et par les convenances d'une société qu'ils jugent coupable, de jeunes artistes estiment qu'ils n'ont plus de compte à rendre aux institutions et au bon goût. Ils se lancent dans des expériences créatives totalement libres. Dadaïstes et surréalistes comme Ernst, Arp, Picabia, Dali, Miro, Man Ray inventent de nouveaux univers poétiques, détournent des objets ou se lancent dans le tout nouveau photomontage. La puissance de la peinture. Kandinsky, avec ses couleurs éclatantes, ses formes libres, a ouvert de nombreux horizons. Grâce à lui, les peintres se sont rendus compte à quel point la matière pouvait être expressive, comme tout signe pouvait prendre de la force. Cela donne envie à beaucoup d'artistes de travailler sur des très grandes dimensions. Leurs œuvres ressemblent plus à des murs qu'à des fenêtres et s'imposent aux spectateurs. Les figures d'un monde moderne. Au XXe siècle, celui-ci a été le théâtre d'horreurs dont tout le monde a eu connaissance. Guerre, extermination raciste, menaces nucléaires, dictature. Pour beaucoup d'artistes, l'image des humains dans cet univers est une image impossible, éclatée. D'un côté, la peinture s'abstrait du monde, de l'autre, elle transmet la douleur et la conscience de l'artiste ou dénonce les risques d'indifférence créés par la masse d'informations. L'art à la fin du XXe siècle. Depuis les années 70, les pratiques artistiques se multiplient. Les uns travaillent directement dans le paysage, land art, les autres sur les idées seules, art conceptuel. D'autres encore n'utilisent que les matériaux bruts, des photos ou de la vidéo. Certains artistes ont pratiqué un art politique et public comme Beuys ou peint sur les murs de la ville, les graffitistes Haring ou Basquiat. Bref, l'art essaye de trouver sa voie dans un monde tellement surchargé d'images qu'il est de plus en plus difficile de le reconnaître. Les grands peintres, de Matisse à Warhol. Georges Braque et Picasso inventent le cubisme de 1907 à 1914, découpant le sujet observé en facettes, puis il mêle bois au papier collé à la peinture. Braque évolue par la suite vers des formes plus pleines et plus sereines. Henri Matisse, pionnier du fauvisme, c'est-à-dire de la couleur pure, dans la lignée de Van Gogh et Gauguin, il peint des figures simplifiées en grands aplats de couleurs qui sont autant de sensations lumineuses. La lumière des vitraux et la simplicité décorative des teintures imprimées lui servent de référence. Fernand Léger. Autre grande figure du cubisme, il veut montrer la beauté de l'univers industriel, des nouveaux matériaux et célébrer les travailleurs comme les héros du XXe siècle naissant. Grande peinture aux couleurs pures, univers de cylindres et de roues et de poutres où évoluent des figures traitées en dégradé de gris. Vassili Kandinsky. Ce peintre russe est l'un des premiers peintres abstraits. Comparant la peinture à la musique, il en explore tous les états possibles, couleurs, épaisseurs, traces, dégradés, aplats, touches, afin de jouer sur ces différences comme sur autant d'instruments de musique. Il fonde avec le peintre Klee et l'architecte Gropius la première école d'art contemporain en Allemagne dans les années 20, le Bauhaus. Oskar Kokoschka. Cet Autrichien est l'un des représentants les plus caractéristiques de l'expressionnisme allemand. Déformation des traits, touches épaisses et agitées, couleurs violentes donnant des images tragiques et angoissées. Mondrian. Peintre hollandais formé à l'école du paysage, il réduit peu à peu ses images à de savants équilibres de formes rectangulaires. Il aspire à une harmonie parfaite, inspirée des mathématiques ou de la musique. Marcel Duchamp. Il est le premier à privilégier la créativité par rapport à la création.
Il joue avec le hasard et la poésie des mots. Il reste une référence pour de nombreux artistes contemporains. Jean Dubuffet. Il donne une dimension extraordinaire au graffiti et au gribouillage fait machinalement en utilisant la répétition, les agrandissements, les collages et même les moulages. Les grands peintres. De Matisse à Warhol. Jackson Pollock. C'est l'un des peintres américains les plus célèbres. Ses inventions techniques donnent des œuvres d'une grande énergie. Ces vastes toiles posées par terre, autour desquelles il danse en projetant de grandes couleurs de peinture. Un critique a parlé ainsi d'action painting, de peinture d'action pour qualifier l'œuvre de Pollock. Paul Klee. Suisse-allemand, professeur au Bauhaus, il pratique le dessin automatique, ce qui est en fait un précurseur du surréalisme. Il essaye toutes les formes jusqu'à l'abstraction car, dit-il, l'art ne reproduit pas le visible, il rend visible. C'est-à-dire révèle une réalité intérieure ou une idée que l'artiste veut communiquer. Comme dans ce tableau aux couleurs délicates où le réel et l'abstrait se fondent. Francis Bacon. Corps et visage sont noués et comme écorchés, seuls au milieu des pièces nues aux lumières tragiques. La peinture, régulière et homogène pour les espaces, devient épaisse et raclée pour les corps. Solitude et animalité du genre humain sont des thèmes qui reviennent tout au long de sa carrière. Andy Warhol. Il s'inspire d'une nouvelle réalité envahissante, l'image publicitaire et les photos de magazines. En les détournant, il révèle leur superficialité, mais aussi leur qualité décorative. Il traite tous les sujets et les figures stéréotypées de la nouvelle société mondiale. Consommation, héros et stars, violence, par la répétition et la saturation jusqu'à l'écœurement. Yves Klein. Inspiré par la spiritualité, il essaye de traiter l'air et le vide comme sujet, l'or, le feu et les surfaces monochromes d'une seule couleur, notamment son bleu, qui servent d'outils pour évoquer les profondeurs et l'infini. La mode. La mode, c'est la manière passagère de se comporter, selon le goût le plus largement répandu dans un certain milieu et à une certaine époque. Au XVIIe siècle, c'est dans leurs ruelles, leurs chambres, que les femmes de la noblesse reçoivent allongées sur leur lit. De nos jours, on parle de la mode, du rap ou d'internet, mais le mot a fini par désigner surtout ce par quoi chacun, chaque groupe ou société peut se signaler de la façon la plus immédiate, la plus quotidienne. L'habillement. La mode naît en Europe. Les Romains portent la toge, les Gaulois des braies, mais la mode proprement dite, avec ses perpétuels changements, naît en Europe au XIVe siècle. La bourgeoisie, devenue plus nombreuse, veut copier la noblesse. Le commerce fait circuler du drap, du lin, du velours. On commence à vouloir être différents les uns des autres. À cette époque, la mode s'occupe plus des hommes que des femmes. L'habit masculin devient court dans la haute société jusqu'à la Révolution. En 1789, les sans-culottes adoptent le pantalon pour se différencier des nobles qui portent bas et culottes. Celles-ci sont reprises par les incroyables, nouveaux riches du Directoire, tandis que les merveilleuses revêtent les robes de l'Antiquité, ce qui provoque parfois des refroidissements fatals. En 1848, voici la crinoline, ample jupon d'étoffe de crin à l'origine, puis garni de cerceaux de métal, et vers 1969, la tournure, rembourrage au bas du dos qui fait paraître la taille plus fine. La mode pour le plus grand nombre.
Dès les années 1820 en Angleterre, les vêtements commencent à être produits en grande série et à bon marché. C'est la confection. En France, elle va se développer grâce à l'introduction de la machine à coudre et des magasins de nouveautés, ancêtres des grands magasins tels que la Belle Jardinière ou la Samaritaine. La haute couture. Symbole du luxe, elle naît au 7 rue de la Paix où le couturier anglais Charles Frederick Worth ouvre en 1858 un magasin à l'enseigne robes et manteaux confectionnés. Pour la première fois, des modèles sont présentés par des mannequins vivants. C'est Jeanne Paquin qui a l'idée de faire défiler les mannequins en public, au début du XXe siècle. Le 14 décembre 1910, la création de la Chambre syndicale de la couture parisienne marque la séparation entre la couture et la confection. Les maisons de couture doivent faire des vêtements sur mesure. Employer au moins 20 personnes dans leur atelier, présenter 2 collections par an, printemps-été et automne-hiver, avec un minimum de 75 modèles sur des mannequins vivants et montrer ces collections au moins 45 fois par an à leur clientèle particulière. Depuis 1993, les maisons ne sont plus obligées d'employer au moins 20 ouvrières, ni de présenter les modèles sur des mannequins vivants, et le nombre de passages d'une collection est ramené à 50. En revanche, leurs ateliers de création et de fabrication doivent être installés à Paris. Le spectacle avant tout. Les grands couturiers ne font pas la mode car bien peu de personnes porteront leur création vu leur prix. Mais aussi parce que les collections sont de plus en plus des exercices de virtuose qui consistent à créer des formes étonnantes plutôt qu'à habiller des gens. Les corps doivent les mettre en valeur et s'adapter à elles. Ils doivent donc tous être très longs et minces. Le défilé lui-même est un spectacle mis en scène et en musique avec précision. Depuis le début des années 90, grands couturiers et mannequins sont devenus de véritables stars au même titre que les vedettes de cinéma. Certains top modèles féminins gagnent jusqu'à 2,5 millions de dollars par an. Le prêt-à-porter. Le terme prêt-à-porter est inventé en 1949 par l'industriel Robert Weil, pour désigner des vêtements produits en série comme les voitures ou les téléviseurs. Mais toujours inspiré par l'innovation, ce qui les distingue de la simple confection. Ces modèles coûtent moins cher que ceux de la haute couture et répondent donc à une clientèle plus large. Le premier salon de prêt-à-porter féminin se tient à Paris en 1957. Dans les années 1960, le prêt-à-porter se développe, et certains grands couturiers créent aussi leur propre ligne de prêt-à-porter, tels que Saint-Laurent, Courrèges ou Cardin. Les stylistes. Avec le prêt-à-porter, un nouveau métier apparaît, celui de styliste, qui dessine les vêtements comme Daniel Echter, Cacharel, Emmanuel Kahn, Sonia Rykiel, Chantal Thomas, Marie Quant à Londres et Elio Fiorucci à Milan. À partir de leurs dessins, on réalise des prototypes, qui permettront de fabriquer les modèles de différentes tailles dans les ateliers de couture, à moins que ces derniers n'en confient la réalisation à des façonniers, auxquels ils fournissent le patron et les matières premières ou à des entreprises de confection. Depuis les années 1970, des bureaux de style travaillent pour les grands magasins, les grandes surfaces ou les maisons de vente pour correspondre. Leur rôle consiste à définir des matières, des couleurs, des formes de vêtements pour une période de 2 ans environ. Ils réalisent aussi des études de marché et de vente pour leurs clients. Les créateurs de mode. Ils apparaissent dans les années 1970 et s'imposent aux côtés des grands couturiers. Ils veulent allier la créativité de la haute couture et les technologies de fabrication et de diffusion du prêt-à-porter. Parmi eux, citons Thierry Mugler, Claude Montana, Azedine Alaya, Jean-Paul Gaultier. Les maisons de haute couture. Dans une maison de haute couture, les modèles sont confectionnés sur mesure et à la main, ce qui explique une partie de leur coût élevé. Il y a plusieurs maisons de haute couture aujourd'hui. Nous pouvons citer Balmain, Cardin,
Carven, Chanel, Dior, Ungaro, Givenchy, Christian Lacroix et Guy Laroche, Nina Ricci, Paco Rabanne et Yves Saint Laurent. La mode et les médias. Au début du XXe siècle, les femmes des classes moyennes s'habillent chez les couturières qui reproduisent les modèles de Paris dessinés dans les journaux illustrés. Puis, les photographies remplacent les gravures de mode et les magazines de mode se développent tout au long du siècle, montrant les collections de la haute couture comme du prêt-à-porter qu'ils ont aidé à promouvoir dans les années 1960. La mode est aussi entrée dans la plupart des magazines généralistes, c'est-à-dire parlant de l'actualité en général. Tout un réseau de communication l'entoure, défilés, expositions, presse, livres, catalogues, émissions de télévision, prix dont le Dé d'Or, créé en 1976, élection du mannequin de l'année, etc. Étudier la mode. Les métiers de la mode sont enseignés dans de nombreuses écoles en France et à l'étranger. En France, les diplômes d'État se préparent à l'École supérieure des arts appliqués du Perret, à l'École nationale supérieure des arts décoratifs, à Paris ou dans les écoles privées comme l'école de la Chambre syndicale de la couture parisienne, le Studio Berceau, Esmonde et l'Institut français de la mode. On y étudie aussi son histoire qui révèle l'évolution d'une société. L'apparition de la robe souple par exemple dans les années 20 signale le désir des femmes d'avoir un corps plus libre. Un peu partout dans le monde, des musées de la mode possèdent des collections et costumes et proposent des expositions temporaires. Dès 1844, le Victoria et Albert Museum de Londres reçoit son premier costume. Choisir sa mode. Aujourd'hui, la mode se crée aussi bien à Paris qu'à Tokyo, New York ou Milan. Les modes se succèdent et se croisent, on parle de la mode des grands couturiers, des créateurs, mais aussi des modes de la rue. Et chacune d'elles inspire des autres. Ainsi, la mode grunge des années 90 s'est inspirée du style punk des années 70. En fait, pour être à la mode, il faut savoir laquelle choisir, à quel groupe on veut ressembler, de quel groupe on veut se distinguer, ou bien peut-être en inventer une.